Bonjour à tous, Jess, en forme? Très en forme. Ça va? Ça va très bien. Super, friends. Salut Ben. En forme? Yes. Yes. Salut Jess. Salut. On a un grand invité. Je vais te prouver, Jess, dans cet épisode, que même si tu connais rien au soccer, Ah non! tu vas voir que c'est plus qu'un sport. Parfait, j'ai hâte de voir Avec ça. un invité tout un Hassoun. Ça va? Ça va Benoît et toi? Oui, ça va. On se connaît depuis longtemps. Ah oui. On l'expliquera plus tard. Mais avant tout, Hassoun, avant qu'on te présente plus formellement, nous, notre coutume dans notre podcast, c'est de demander à Jessica, grâce à son talent de sommelière, hors norme, tu verras, de te décrire à l'aide d'une boisson. Oui, bien en fait, j'ai demandé qu'est-ce que Hassoun aimait et il n'aime pas l'alcool. Fait que là, je me suis dit, ben parfait, parce Il qu'aujourd'hui, est intelligent. il est intelligent et justement, on peut avoir un vaste choix de produits qui est comme l'alcool, le même décorum, le même rituel, mais qui n'a pas d'alcool. Donc, absolument aucun alcool. Vous allez remarquer que c'est comme le jus. Donc, ça va toujours être marqué 0,5, 0,5 et en dessous parce que c'est le sucre. Qui fait en sorte qu'on est obligé de marquer OK. ça. Ce qui est intéressant, moi, je suis une grande fan de bière sans alcool parce qu'à l'aveugle, je m'en rends pas compte. J'ai hâte de voir ce que vous pensez. Il faut aimer la IPA, la Indian Pale Ale, qui est très houblonnée, amère, qui donne un petit goût un petit peu plus edgy. Tu sais, Ouais. c'est très prenant. Et ce que je trouvais très cool, c'est marqué athlétique. Donc, c'est qui Ouais. tu es. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer lors d'une session de peinture avec Benoît un jour. Et ta stature et ton magnifique sourire m'avaient impressionné. Puis je me disais, t'es beaucoup plus grand qu'un athlète. Puis Yes. c'est ce que je trouve beau d'aller avec une bière sans alcool parce que ça garde le ton de qui tu es. Ça va pas enlever justement parce que des fois, l'alcool, on peut tomber dans quelque chose de plus sombre. On perd nos acuités. Et tandis que là, c'est le fun. T'as tout le bon. Puis, c'est marqué Run Wild. On est à Vancouver. Donc là, j'ai hâte que vous m'éduquiez, dans le fond, sur le football. Il faut courir comme des fous au football. Oui. Ben, on Au va aller foot, au-delà. T'appelles ça le soccer ou le foot? Le foot. Le foot, tiens, mon cher. Mais Alors, on va aller au-delà santé. de ça aujourd'hui. Santé. Merci pour la description. Merci. Santé. Santé. Santé Benoît. Santé. Et Benoît est santé. toujours loin de moi. Yes. Ah! Mais près du cœur. À l'aveugle, là, pensez-vous... Moi, je pourrais pas savoir qu'il n'y a pas d'alcool. Oui, t'as tellement raison. À la fin, peut-être, un petit peu. Je m'en rendrais jamais compte. Non? Un C'est peu léger. Plus léger. Oui. Ça fait une IPA léger. Ben oui, non, super. Alors, sans plus tarder, après cette belle description, Hassoun Camara, moi, j'ai eu le privilège, le plaisir de te côtoyer à un moment donné par un ami interconnecté, hein, on se rappelle, C'est Reda. vrai, exactement. Reda Gouram, qui me dit, Benoît, je dois te présenter quelqu'un, vous avez les mêmes valeurs. Je sais qui? Il me dit, Hassoun Camara, je le connaissais parce qu'il était à la télé au quotidien, c'était un grand joueur de l'Impact. Et je me suis mis à te questionner. Et quand la question se terminait, ben, la réponse m'épatait. Et puis, je te posais une autre question. Puis, 1h30 plus tard, il ne savait pas qui j'étais, mais moi, je savais exactement qui il était. Et j'ai dit, Hassoun, tout bonnement, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai dit, tu dois écrire un livre, mais pas une biographie plate comme tous les autres, mais faire un parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat parce que sa vie, c'est rempli d'échecs, rempli de risques, rempli de moments sombres seul avec soi-même. Je pense que ça te parle parce que c'est un peu ce qu'on vit comme Moi, je l'ai lu. entrepreneur. Puis il dit, je kiffe ton idée. Puis le lendemain, il dit, mais moi, j'écris pas de livre, je joue au foot. Et il dit, ben pourquoi tu l'écris pas avec moi? Et je te remercie sincèrement parce que grâce à toi, j'ai réussi à écrire ce livre ensemble. Ça n'a pas été facile. Pas été T'en facile. rappelles? Je jouais au foot en même temps. Et ça a mené à tout autre projet. Et c'est grâce à toi. Donc, je suis vraiment reconnaissant. J'en profite pour te le dire. Bah, c'est moi qui te dis merci déjà, merci beaucoup. Merci à Reda aussi, comme quoi les connexions et les créations de valeur sont très importantes dans ce monde. Donc, Reda a été ce lien, mais c'est moi qui dois te dire merci. Pour le coup, tu m'as apporté énormément dans ma vie. Je donne des conférences aujourd'hui. Je parle grâce et je voyage grâce à ce livre aussi. Et c'est en grande partie grâce à toi, grâce à la création de valeur que tu Ben as là, eue on va pour moi revenir aussi. vers Et toi. puis, Là, ça va faire ça. dire merci Prends-le, monsieur Benoît, parce que Ouais. le livre est excellent. C'est comme Oui, ça que moi, je t'ai connu. Absolument. tu Et vois. par là-bas, j'ai trouvé que vous faites un excellent duo. Ben, en tout cas, Tellement. merci. L'idée étant de mettre en lumière d'une autre manière, penser différemment. Donc, ancien footballeur, faut le dire,
Moi, ça me donne des frissons. Tu sais, quand tu passes de l'OM à l'OM, mais l'OM Noisy de Sec, qui est un petit peu, je sais pas, un village sombre de je ne sais trop où, à l'Olympique de Marseille, comme ça. Donc, tu es devenu professionnel de haut niveau sans nécessairement les petits pas, là. D'un jour à l'autre, de l'ombre à la lumière. On va y revenir. Tu es écrivain, tu es conférencier, analyste sportif. Et bien d'autres choses. Tu as un restaurant en France. On a bien hâte. Ça fait plusieurs années que je te demande d'offrir la même version à Montréal. On y reparlera. Mais avant tout, on aimerait savoir d'où tu viens, ton enfance. Dans un des chapitres, on l'avait intitulé Sacrifier sa vie au service de sa famille. J'aimerais que tu nous parles de cette enfance-là. Oui, bah écoute, moi j'ai grandi à Noisy-le-Sec dans le 93, donc tu parlais de petits villages, je pense pas que ce serait le mot adéquat pour eux à entendre ici. C'est un quartier populaire en région parisienne. Quartier chaud. Oui, peut-être le plus défavorisé de France, le département le plus défavorisé de France, mais j'ai une très très belle enfance avec des parents exceptionnels, frères et sœurs aussi. Ça a été vraiment des valeurs qui nous ont été inculquées de façon exceptionnelle par mes parents. Et puis, c'est eux qui nous ont aspiré à à aller chercher du plaisir dans le soccer, bien entendu, mais surtout à essayer d'être des modèles de jeunes sénégalais. Tu sais, on est Peul, de l'ethnie Peul au Sénégal, donc c'est une ethnie assez réservée, assez calme, et on est vraiment dans la pudeur. On essaie d'être dans la pudeur. C'est un petit peu les valeurs qui nous accompagnent. Et puis, c'est ce qu'a essayé de faire en termes de transmission mes parents. Tu étais à Paris à cette époque-là. Oui, exactement. Et issu d'une famille nombreuse quand même. Oui, exactement. On est 7 enfants. Et je suis le premier garçon, donc j'ai 2 grandes sœurs. Et puis, on a eu la chance de vivre dans un esprit, en fait, je sais pas, moi, j'ai pas souvenir, en fait, d'un clash ou d'une embrouille avec mes frères et sœurs. Ou, tu vois, c'est toujours de la bienveillance, de l'échange, du partage, de l'entraide. Ça a toujours été ça. J'ai vraiment eu la chance de vivre dans ce cocon-là. Jamais de chicane pour la douche ou quoi que ce soit? Franchement, après avec 13 ans peut-être, Ouais. avant les 13-14 ans peut-être, mais après ça, c'est vraiment ce qui ressort en fait des valeurs familiales qu'on peut avoir, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de s'entraider, d'essayer de s'apporter mutuellement, et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est. Et parce que toi, tes parents sont partis de Dakar, Ouais. Mais pas d'une manière classique en Ouais. prenant l'avion, là. Oui, ça a été ça. Tu sais, on me pose souvent la question de savoir qui sont les modèles qui t'ont le plus inspiré. Il y a des sportifs de haut niveau, bien entendu, des entrepreneurs, il n'y a pas de problème. Mais tout de suite, moi, je veux dire, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est partir à l'âge de 16 ans, tu quittes ton village qui est à 9 heures de Dakar. 9 heures de Dakar aujourd'hui. Hein. À l'époque, c'était 24 heures pour rejoindre le village jusqu'à Dakar. Donc, du village à Dakar, on n'est pas sorti du Sénégal encore. On n'est pas encore sorti du Sénégal. Elle décide de quitter son petit village pour rejoindre mon père en France. Elle ne connaît pas du tout la France, pas de papier, illettrée à l'état civil, ne sait pas lire ni écrire, mais son idée, c'est de rejoindre mon père et d'essayer de nous offrir derrière une vie meilleure. Et puis, tu sais, je raconte souvent cette anecdote en conférence, c'est celle de l'ascension sociale, tu sais. À l'âge de 13 ans, à l'âge de 17 ans, pardon, on a un stage à faire au collège qui doit valider justement nos études. Puis moi, je cherchais justement des entrepreneurs qui puissent me prendre. Il n'y a personne qui le voulait. Absolument personne, sincèrement. Sur une trentaine de CV, j'ai eu zéro réponse positive. Mais paradoxalement, c'est ma mère qui me l'a trouvé. Elle était femme de ménage. Et elle a été demandée à son patron s'il pouvait me prendre pendant une semaine pour valider mes études. Et donc là, moi, je suis content, je m'habille en costume, etc., cravate, j'avais 16 ans à peu près. Et je suis super content d'y aller. Mais on prend le bus, on arrive à l'entreprise de ma mère. Et puis ma mère était femme de ménage. Ouais. Elle nettoyait les locaux, etc. Donc c'était son quotidien de tous les jours, mais je ne le voyais pas. Jusqu'à ce que j'arrive devant la façade. Tu rentres dedans, tu arrives devant l'ascenseur. Puis là, l'ascenseur social, tu le vois concrètement. Là où toi, tu appuies sur le +2 pour aller être devant l'ordinateur en col blanc et à travailler devant l'ordinateur, elle appuie sur le -2 pour commencer le ménage et faire
tous les sacrifices qu'elle va faire pour toi, pour que toi, tu puisses justement t'élever. Et une fois que tu as ça en tête, moi, j'ai décidé, en tout cas, c'est sûr d'être appuyé là-dessus, ça ne peut plus t'échapper. Mais à chaque début de conférence que je donne, que ça soit devant 20 personnes, 30, 1100 personnes, comme la semaine dernière, au Palais des Congrès, il y a 10 minutes qui sont consacrées à ma mère. Je veux, peu importe qui y a devant moi, Tu veux la glorifier. je la glorifie, c'est elle qui m'a motivé, c'est elle qui m'a donné justement les outils pour essayer d'évoluer. Et je rejoins mon père là-dessus qui a fait énormément pour moi et c'est ce qui nous a permis en tout cas d'essayer d'évoluer de la meilleure des façons et de se dire peu importe qu'elle soit là ou pas, si elle était dans la salle, il faut qu'elle soit fière de toi. Si tu as ça, tu sais où tu es et puis à partir de là, tu peux aller où tu veux. Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, évidemment, ce rêve, parce qu'on se projette, là, Hassoun, famille nombreuse, tes parents travaillent d'une manière acharnée, tu manques de rien dans la bienveillance. Mais quand tu as à peu près 13, 14, 15 ans, à quoi tu rêvais de devenir? Parce que je me rappelle avoir écrit un chapitre avec toi, là, Ouais. Mes rêves dans le 93. Ouais. C'était quoi ces rêves dans le 93? Écoute, moi, il y en avait deux. C'était d'imiter Michael Jackson sur scène. J'étais J'étais fan absolu de Michael Jackson. Pour moi, c'était... Non, justement, ça a été compliqué. Mais je veux dire, pour ceux qui me connaissent vraiment de tout jeune, si tu leur dis, Hassoun, il y a Michael Jackson qui j'adorais ça. J'allais à l'école avec tous les CD de Michael Jackson. Il m'inspirait dans la recherche de perfection et de recherche d'excellence, en fait. Clashé avec une humilité en dehors de la scène, en fait. Et moi, c'est ce que j'aimais à l'époque, en tout cas. Et donc, j'étais fan absolu de Michael Jackson. Mais en dehors de ça, c'était devenir footballeur professionnel. Déjà. J'étais matrixé par ça. Moi, c'était mon rêve absolu. Je voulais tout faire pour un jour vivre quelque chose de semblable à ce que je voyais. Je voyais des Zinedine Zidane à la télé, des joueurs que j'admirais, mais pas seulement. Même à Noisy-le-Sec, on avait une équipe en nationale à l'époque qui était en 3e division. J'étais fan, moi, des joueurs déjà seniors que je voyais quand j'étais petit. Ouais. Je les voyais jouer. Je me disais, mais c'est là, moi, je veux jouer là avec eux un jour, sur ce terrain-là. Déjà, c'était déjà un rêve d'entamer. Et puis, tu te lèves le matin avec ça. Tu dors avec ton ballon, vraiment. Ouais. Je dormais avec mon ballon de soccer dans mon lit, c'était mon truc. C'est mieux qu'avec Michael. vu comme ça. Désolé. C'est facile. Je suis sûr que tu n'es pas désolé. Non. Mais tu dormais vraiment avec ton ballon? Non, vraiment, moi, c'est ça. Non, c'était football, soccer, c'était toute ma vie. Vraiment, j'adorais ça. On peut pas, en tout cas, je vous recommande de lire son livre parce qu'il est exceptionnel en termes d'histoire. Est-ce qu'on peut parler du livre? Oui, c'est ça que je veux. C'est tellement bon. Saisir sa chance de Hassoun Camara, préfacé par ou en collaboration avec Benoît Chalifou. Quand le sport rencontre l'entrepreneuriat. Ah, que c'est beau. Et préfacé par Didier Drogba. Nul autre que Didier Drogba. Et pourquoi... Et on peut l'acheter où? N'importe quelle librairie. Oui, n'importe quelle librairie. Et je veux juste rapidement, parce que moi, j'ai rien à voir avec le foot, là, ça se lit comme du bonbon. Moi, j'ai passé bord en bord rapidement et j'ai adoré. C'était l'idée. Moi, ça m'a pris une journée. Je l'ai reçu de Ben. Une journée done. Easy. Wow, thanks. C'était vraiment l'idée aussi, l'idée de Benoît, entre autres. Je veux parler d'une leçon de leadership que j'ai appris grâce à toi. Je m'excuse, mais j'aimerais ça quand même aller un petit peu plus en profondeur sur la vie familiale. Ouais, parce que là, tu as parlé de ta mère, tu n'as pas encore parlé de ton père, ni de tes frères. Tu as parlé de tes deux sœurs, tes deux grandes sœurs. Exactement. Mon père, lui, m'accompagnait vraiment... Je crois qu'il y croyait plus que moi encore dans mon potentiel et dans ma possibilité de devenir joueur professionnel. Est-ce qu'il se projetait en toi? Peut-être plus que moi même. Et je regardais, je disais, mais c'est pas possible. Tu sais, quand tu as 13 ans, je veux dire, sur 80 000 jeunes qui aspirent à devenir professionnels en France, il y en a seulement 80 par année qui sont élus. Pense-y. Je répète la stat, là, 80 sur 80 000 jeunes par année. C'est comme gagner à la loterie. Statistique improbable. C'est vraiment ça, là. Puis toi, tu sais ça, tu connais le niveau aussi tu connais ton niveau.
qui a un bon niveau, énormément de potentiel technique, etc. J'étais vraiment reconnu par le quartier où j'ai grandi. J'étais un joueur qui était vraiment doué, mais le transposer chaque dimanche sur le terrain, c'était autre chose. Ça, c'était dur. C'était dur d'arriver justement, tu avais des joueurs qui étaient plus étoffés, physiquement qui étaient plus forts, qui avaient plus de vécu. Et puis au niveau national aussi, tu avais des joueurs qui étaient exceptionnels. Moi, j'étais loin du haut niveau, en fait. Concrètement, tu vois, j'étais très loin. Même mon père, il m'achetait des maillots du Paris Saint-Germain. Il m'achetait des tenues. Il venait avec sa petite caméra le week-end à Noisy-le-Sec, me filmer déjà. Filmer et être là à chaque dimanche. Chaque dimanche, il était là, il filmait. Il enregistrait des cassettes. Il allait à l'encontre aussi des avis qu'il y avait autour. Tu sais, ça peut être des familles ou amis qui disent mais arrête de pousser ton fils au foot. Tu sais, il n'y a qu'une chance sur 1 million pour qu'il soit professionnel un jour. Laisse-le seulement à l'école, arrête de le pousser sur des choses, etc. Ça ne va jamais réussir. J'ai encore ces mots, là, je m'en souviens. Et puis, je les ai vécus, moi, ces conversations devant mon père, etc. Puis, non, c'est lui, il me dit, écoute, si tu as un rêve en tête, on va tout faire pour y arriver. Wow. Si tu n'y arrives pas, c'est autre chose. Mais au moins, on va se donner justement les moyens d'y arriver. Donc, il prenait sa voiture, sa Peugeot 205. Il m'emmenait dans tous les centres de formation. Wow. Auxerre, mais c'est paradoxal par rapport au papa. Et la mentalité aussi. Et la mentalité qui dit, ben non, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois... C'était quand même intéressant qu'il y ait cette perspective-là. Oui, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il avait les deux. Il me poussait absolument pour l'école et il était avec moi à 100% à me pousser à l'école. Lorsque je fléchissais un petit peu, il allait à l'école pour se rencontrer les professeurs. Mon père, j'avais des professeurs à la maison. Il payait, il n'avait pas d'argent, mon père, il était carrossier. Ma mère était femme de ménage, on n'avait pas d'argent spécialement. Mais il nous prenait à tous, mes frères, tu parlais de ma famille, mes frères et sœurs, on avait des cours particuliers à la maison. Où il allait payer justement, au lieu de s'acheter des choses à lui, il allait payer des profs pour qu'ils nous donnent des cours, ou des grandes sœurs du quartier qui commençaient les études, etc. Il les rémunérait pour passer 1 heure, 2 heures en fait, de cours à l'école le samedi. Avant d'aller à l'entraînement, j'avais des cours particuliers, etc. Et puis il disait, c'est comme ça qu'on va réussir. Si tu veux aller au foot, tu fais ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, il prenait sa voiture, il m'emmenait dans les centres de formation, là où moi, je disais, mais j'ai même pas le niveau pour aller là-bas. Je savais intrinsèquement, puis j'ai fait une 20aine d'essais à Rennes, à Guingamp, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes. Il m'a emmené dans tous les clubs français, à Lens, à chaque fois. Toujours bredouille. Non, Assoun n'a pas le niveau, non, ça passe pas, non. Mais il mettait son argent tout le temps, il poussait, et il n'arrêtait pas. Et c'est là où tu te dis, écoute, quand tu as un environnement comme ça, tu as un papa qui sacrifie sa propre vie pour toi, et on est une famille nombreuse, je veux dire, tu sentais aussi que ton talent, en fait, devait... Il le reconnaissait. Il le reconnaissait, et en même temps, tu avais un sentiment de culpabilité quand ça marchait pas, parce que tu as des frères et sœurs aussi qui ont des aspirations, qui aiment d'autres choses. Puis on sent que toi, tu dois justement avoir la responsabilité d'aller chercher les choses. Donc, franchement, je peux pas avoir... J'ai un père exceptionnel. Vraiment, une maman et un père exceptionnel. C'est pas pour les mots, c'est pas pour les caméras. Ce que je dis là, c'est ce que je ressens à la maison. Et ils le savent. J'ai des parents exceptionnels. Vraiment, pour le coup, j'ai une chance incroyable. Vraiment. Mais on fait un fils exceptionnel, je trouve. Oui, je sais pas, mais... Et tes frères, est-ce qu'ils sentaient la même pression parce que quand même une pression de réussir quand même. Ouais, mais tu sais, en Afrique, il y a la pression de l'aîné, du premier garçon. Du premier garçon, tu as une responsabilité en termes d'exemplarité, d'essayer de faire les choses bien, entre guillemets, d'essayer de montrer l'exemple, entre guillemets. Donc ça, moi, je la sentais dans un sens. Et puis, ils ont leur aspiration à eux, mais ils m'accompagnaient beaucoup aussi dans ce que j'aimais. Ils voyaient que j'avais un certain talent aussi. C'est vrai que j'avais un talent certain. Mais je veux dire, de là à se dire qu'un jour je serai professionnel en sortant de mon petit club de garage, entre guillemets, ma petite ligue de garage, là, c'était vraiment ça. Là. On part de là. Non, les probabilités étaient d'1 sur 1 million, là, vraiment, pour y arriver. Et quand même, c'est intéressant parce que tu as fait beaucoup d'essais, comme tu le dis, accompagné par tes parents. Et les statistiques deviennent, il faut quand même le savoir, les statistiques deviennent de plus en plus improbables plus que tu vieillis. En plus, oui. Plus que tu vieillis. Et
c'est intéressant parce que même, les gens ne le savent pas, mais lorsque le moment arrive où il faut être au meilleur de soi dans un bon timing et que le timing se présente, il faut savoir saisir la porte. Donc, quand tu as ce fameux match Ouais. où tout tu vas passer d'un monde à l'autre, il faut quand même savoir que tu n'étais même pas supposé être titulaire. Ouais, Donc, 100%. j'aimerais ça que tu nous en parles parce que tu n'étais même pas titulaire de Noisy-de-Sec. Ouais. Et si tu n'es pas titulaire, tu n'es pas visible pour la Coupe de France contre Auxerre. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as réussi à convaincre ton entraîneur? Ouais, c'est exactement ça. Donc, on est en 2006. J'ai 22 ans. 22 ans. 22 ans. Donc, autant dire que c'est fini, là. Le foot Ah professionnel, ouais. c'est-à-dire, si tu signes pas à 17 ans quand tu es en centre de Fini. formation, c'est déjà fini. Alors là, tu n'es même pas dans le cursus. Et puis, tu as 22 ans, je veux dire, Et tu n'es même pas partant dans t'es pas- ton club. c'est ça. Et on a l'occasion de jouer en Coupe de France, donc un tournoi qui permet aux clubs amateurs comme le mien de jouer contre des équipes professionnelles. Et donc, j'ai la possibilité justement de me montrer, etc. Mais avant ça, comme le dit Benoît, il y a quand même une concurrence dans mon club où il y a une équipe en place, où il y a des joueurs d'anciens joueurs de centre de formation qui veulent se relancer et qui arrivent dans notre club. Et puis, toi, tu passes après eux, quoi. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a un des joueurs qui a décidé de quitter le club un mois avant le match, ce qui m'a permis de me mettre en lumière en avant. Et puis, je dis de me mettre en avant, mais on me met à une position qui n'est même pas la mienne. On m'a mis une position qui n'existe même pas dans le foot d'aujourd'hui, là, libéraux. Là. J'étais en couverture des... C'est ça. J'étais en couverture des défenseurs. Tu sais, ça n'existe même plus aujourd'hui. Mais l'entraîneur décide cela. Et puis, écoute, le match se déroule et puis va savoir pourquoi, mais Donc, tu joues contre Auxerre. on joue contre Auxerre. C'est télévisé. Télévisé, le stade est plein, c'est un petit stade qu'on a à Noisy-le-Sec, tout petit stade. Il y a peut-être 300 personnes à tout casser le week-end. Là, ce week-end-là, il y avait 6000 personnes. Hein? C'était Non, mais plein, c'était incroyable. Et puis, c'était vraiment l'événement de la ville. Là. C'était vraiment l'événement. Et puis, allez savoir pourquoi, mais au coup de sifflet final, j'avais encore parlé à personne que je savais que mon destin avait changé. Il y a quelque chose qui s'est passé là aujourd'hui. Dans la prestation, dans le moment, justement, tu parlais de saisir sa chance, de se dire que tu as une opportunité unique que tu dois aller chercher. Là, c'est pas demain, c'est pas dans une heure. Là. C'est maintenant. C'est maintenant. Bah, j'ai eu l'impression dans la préparation d'avoir tout fait pour être prêt en fait ce jour-là et de croire en des choses que peut-être d'autres n'auraient pas voulu ou osé croire. Et c'est ce qui m'a permis de rentrer à la maison, d'allumer mon téléphone et là, bah. Mais grâce à, probablement, la question que tu posais tantôt, le papa qui y croit autant, sinon plus que toi, probablement que ça l'a aidé à forger. 100%. Et puis quand on parle d'échec, tu sais, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde du sport aussi. Mais je veux dire, finalement, ça a été des chances d'accumuler exceptionnelles, en fait, d'avoir vécu ces moments-là qui te permettent de te forger et de te dire, bah écoute, grâce à ça, tu as enfin l'opportunité peut-être d'aller chercher autre chose. Sans ça, tu vas pas chercher autre chose. Sans ça, je ne vais pas chercher ça. Je le sais. Sans avoir vécu tout ça, là, t'as pas la contrebalance de dire bah c'est le moment de vengeance. Auxerre à 13 ans, ils t'ont dit non, tu te rappelles? Ils t'ont dit non, tu faisais les jongles, etc. T'as été à Auxerre, il y avait Giroud, il y avait tous ces gens. Ils t'ont dit que t'avais pas le niveau. Là, tu joues contre Auxerre, mais tu joues pas contre les jeunes. Tu joues contre l'équipe professionnelle, l'équipe numéro 1 là que tu vois à la télé, l'équipe de France, etc. Bah vas-y, c'est aujourd'hui, monte-leur et puis bah c'est un peu ce qui s'est passé. Et t'es nommé joueur du match. Ouais. Et là, je veux que tu racontes l'anecdote. C'est anecdotique, mais vous allez être renversé. Parce que quand même, il faut savoir que tu passes de l'Olympique de Noisy-de-Sec au Canadien de Montréal, à l'Olympique de Marseille, le seul club français titré d'une Champions League. Et j'aimerais ça que tu expliques comment... Tu savais que ton monde avait changé, mais pas autant que ça. C'était impossible. Non, pas autant que ça. Ouais. Et là, tu es avec tes potes, puis tu reçois des téléphones. Ouais, et exactement. raconte ce qui se passe. C'est une belle anecdote dans ton cours d'anglais, là. Ouais, c'est ça, c'est que je vois beaucoup d'amis, beaucoup d'appels déjà de clubs professionnels qui m'appellent, etc. Puis je vais en cours, je retourne en cours un mardi, je suis en cours, bon, c'est pas un bon exemple à donner aux jeunes. Je réponds au téléphone. Je réponds au téléphone parce que ça sonne rapidement et puis j'ai pas le temps de discuter. Je dis mais rappelle-moi après, on se rappelle, je suis désolé, je suis en cours.
Puis là, je raccroche. Puis je m'en vais au centre commercial à côté de chez moi, à Rony 2, à Rony-sous-Bois. Puis je rallume mon téléphone et puis je vois l'appel vocal et je me rends compte que c'est le directeur sportif de l'Olympique de Marseille qui me dit, écoute Hassoun, c'est José Anigo, j'ai besoin de te parler parce que il y a peut-être quelque chose pour toi avec l'Olympique de Marseille. J'aimerais que tu me rappelles, etc. Puis là, je raccroche, je dis, mais je parle à mes amis, je dis, guys, il y a les patrons de l'Olympique de Marseille qui m'appellent là. Le club de Bernard Tapie. C'est ça, là, c'est ça. C'est hallucinant, quoi. Là, je dis, mes amis me disent, menteur, arrête de mentir. Mais non, mais c'est pas possible. Je dis, mais non, je suis sérieux, etc. Puis je rappelle, et puis c'était bien ça. On t'attend lundi prochain, une semaine. Wow. On va voir si tu as le potentiel pour venir t'inscrire dans notre club. Et le club C'est comme ça que s'inscrivait avec ça des s'est joueurs passé. hors normes à l'époque, nomme quelques joueurs. Là. Ouais, c'était fou. C'était des Franck Ribéry, Samir Nasri, des joueurs que je voyais en Coupe du Monde avec le maillot de l'équipe de France. Je veux dire, c'est des champions. Ah ouais, incontestés. C'est des champions incontestés. Là, c'est les meilleurs vraiment de leur domaine. Oui. Je me dis, mais là, c'était juste incroyable. Et évidemment, oui, vas-y, je t'en prie. Mais en fait, on est passé de 0 à Ouais, à 100. tout. À 100 000, Mais ouais. là, il y a des parties au milieu qui sont intéressantes. Il y a des apprentissages là-dedans. Ouais. Donc, on parle de persévérance, on parle de résilience, mais surtout aussi, on parle d'avoir une souche familiale qui t'a permis de garder une certaine sérénité. Oui, 100%. Parce que sans ça, ben, peut-être que tu l'aurais loupé l'expérience. Ouais. Puis ton expérience me rappelle beaucoup l'expérience d'Antoine Griezmann. Parce que son père aussi a Ouais, cru en lui. Il a été exactement. refusé Beaucoup de par refus. presque toutes les équipes en Partout, France. partout. Trop Et- petit, Oui. t'as pas le niveau, etc. Puis tu te rends compte qu'il y a des joueurs qui sont d'autant plus... Des histoires comme celle-ci, tu sais, c'est un autre niveau, bien entendu, Mhm. puisque Griezmann avait déjà, on connaissait un petit peu en France, il avait un potentiel, mais de voir, moi je suis inspiré justement par ces histoires-là, de voir des joueurs qui arrivent à aller chercher des choses exceptionnelles, à être mis en question. Griezmann a connu justement cette réussite malgré cette adversité-là. Et puis il arrive aujourd'hui à être un champion absolu dans son domaine et à mettre Oui, tout le monde absolument. d'accord. Puis c'est des choses qui, quand on a cet état d'esprit-là, je pense qu'on est capable d'aller chercher des choses même inespérées. Donc, ce qui... Mais juste vite, pour moi, financièrement, ça me dit rien. On passe de 0 à 100. Tu as 22 ans, tu es Ouais. à l'école. Cette nouvelle-là change non seulement au niveau... tu sais, tous les gens vont te voir, ils te connaissent, tu deviens une vedette, là, on s'entend. Mais financièrement, ça a-tu un impact aussi? Je suis juste... Ouais, à 100%. C'est ça. Ben, moi, je connais rien là-dedans, mais je suis néophyte. Ben oui, Mais bien j'aimerais sûr. savoir c'est quoi l'impact, parce qu'on peut voir tout le reste. Puis c'est vrai ce que Francis dit, tu as tout le support familial. Mais là, du jour au lendemain, as-tu continué l'école? Qu'est-ce qui arrive avec C'est ça? ça, j'étais en BTS, je passais un brevet de technicien supérieur. Juste avant, j'avais mon baccalauréat en sciences économiques et sociales. Ah, Donc je suis vraiment à l'école. Je suis Ouais, vraiment à un l'école. baccalauréat, c'est le secondaire 5 C'est en ça. France. Là. Je suis vraiment à l'école. Je suis vraiment dans mon cursus. Et puis je suis parti, moi, pour être un étudiant qui va faire ses études et puis par la suite se développer. Mais là, à 22 ans, on t'appelle, je signe mon contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille, je signe 3 ans. Puis là, tu es forcé en fait de changer de voie et puis de OK. passer d'école, dans là. un... Ouais. L'école, Et tu passes dans un autre monde, vraiment. Tu Et là, parlais de- t'as la villa. C'est ça, tu parlais de médiatisation aussi, c'est vraiment... J'étais dans un monde, en fait, que jamais dans ma vie, j'aurais cru justement vivre ça, tu sais, d'arriver déjà dans la présentation, je fais l'entraînement, ça se passe bien, puis là, je monte, tu sais, ils m'en mettent plein les yeux avant la signature, je monte dans la loge, j'ouvre la porte, c'est qui? C'est Zinedine Zidane et ses 2 enfants. OK, là, c'est la C'est- totale. là. Assis-toi avec nous, je m'assois, puis je regarde le match contre Nice, l'Olympique de Marseille-Nice, avec Zizou dans la loge. Mais dans ma tête, je dis, mais je suis où là? C'est pas possible. Et c'est moi qui va signer justement mon contrat et tout. Comme ça, et c'était juste fabuleux. Et donc, tu arrives dans un autre monde, un vestiaire aussi de personnalité, de caractère, de stars. C'est des C'est stars. ça. C'est des stars, mais qui, justement, peut montrer aussi un revers de médaille qui est difficile si tu n'assumes pas ton talent. Si tu Et de si tu prendre ta matches pas place. si tu matches pas ta personnalité avec ton talent, Hmm. tu peux vite, justement, Fait- déchanter Fait aussi. que c'était la lumière, mais il y avait beaucoup d'ombre. Là. Ça, c'est Exact- une leçon beaucoup exactement. que tu peux nous partager. Oui, 100%. Avant ça, parce que tu nous as parlé de ta mère et de ton père, des sacrifices qu'ils ont faits. Ouais. C'est quoi leur ressentiment à ce moment-là? Ah c'était- ouais, ouais. c'est beau. ça. Bah, Hmm. Quand je te parlais de
je t'ai parlé un petit peu plus tôt de sentiment, pas de honte, mais tu sais, quand tu fais des essais et que ça fonctionne pas, tu rentres à la maison, tu sais que ton père, tu sais que ton père a mis beaucoup d'argent sur le déplacement, puis on te dit non pendant 20 fois, on te dit non, et que tu arrives justement finalement à les faire signer. C'est le club de cœur de mon père, l'Olympique de Marseille déjà. En plus. Et Imagine. tu l'emmènes à Marseille pour signer le contrat. J'emmène ma mère aussi. On signe le contrat. C'est Pape Diouf, Pape Diouf, qui est un président emblématique sénégalais de l'Olympique de Marseille à ce moment-là. C'est extraordinaire. Je me dis, mais là, Je me rappelle la photo que tu m'avais montrée. c'est ça, c'est que je me dis là, franchement, Beau. là, j'étais fier. Là, j'étais fier parce que c'est un moment, en fait, je me dis, mais c'était même rêvé, je l'avais pas rêvé, ça. Professionnel, peut-être en 3e division, etc. Ouais, c'est bien. Mais là, tu as signé dans le plus grand club français avec tes parents qui sont là. C'était une fierté absolue. Et puis, ça permettait justement de me dire, regarde, tout ce que tu as essuyé comme déception, comme difficulté, bah, ce qui te permet justement de rendre hommage à tes parents. Puis, tu te souviens de leur histoire aussi. Tu sais, femme de ménage, carrossier, tu les amènes là et tu leur dis, bah, voilà, c'est pour vous. Donc, tu parlais justement de changement, de notoriété de salaire aussi. Bah, tu sens que tu as la capacité aujourd'hui de les aider. C'est là, tu es OK, c'est bon, c'est parti pour quelque chose. Et puis, c'est ce qui rend le plus fier, en fait. Ouais, Mais vraiment. c'est une leçon extraordinaire pour ceux qui nous écoutent, tu sais, parce qu'on le voit tous les jours, les gens, tous les jours, on essuie des échecs. Puis, la réussite, ce n'est pas linéaire. 100%. Donc, c'est un chemin, et le chemin que tu as dû passer pour arriver à devenir professionnel, malgré que tu avais un plan B, qui était un très bon plan B, mais le chemin que tu as dû parcourir, c'est un chemin qui est long, ardu, il faut y croire. Mais je pense que ce que j'entends de ce que tu dis, ce qui est intéressant, ce qui est fascinant, c'est que l'œil de quelqu'un qui va te juger à ce jour peut changer 10 ans plus tard. 100%. À 12 ans, Ouais. c'est le même club. 100%. C'est tellement vrai ce que tu dis là. C'est tellement. C'est super opportun parce que d'abord, tu as parlé justement de réussite et moi je trouve qu'on nous a menti un petit peu sur la notion de réussite. C'est pas parce que tu échoues que tu es. C'est pas parce que tu échoues à un moment donné que tu es une personne en échec en fait. Non. C'est cette expérience peut être la plus grande leçon pour toi et peut te permettre justement d'évoluer, de grandir et d'aller chercher des choses insoupçonnées. Et sans ça, tu peux pas justement aller chercher la réussite et le sentiment de satisfaction. C'est comme le bonheur, on nous dit la recherche du bonheur, etc. Mais pour moi, le bonheur, tu peux être heureux le samedi et tu es un peu moins le dimanche. Il n'y a pas de problème. Mais ça fait partie. Oui, mais quand on te vend justement la notion de bonheur et de réussite, on dit, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il est heureux? Oui, lundi, il a réussi, il a un peu moins réussi mardi, et puis ça repart mercredi. Yes. Et c'est la vie. Et donc, quand on arrive justement à avoir ce recul-là et cette perception, c'est de se dire que la vie est faite de ça. Et quand tu dis que la personne qu'on était il y a 12 ans ne ressemble pas peut-être à la personne qu'on est aujourd'hui, mais c'est exactement ça. C'est que c'est grâce à ça que tu te construis, c'est grâce à ça que tu évolues, c'est grâce à ça que tu apprends, c'est grâce à ça que tu développes d'autres capacités, c'est grâce à ça que tu te retrouves dans un autre environnement, un autre continent. Et il faut justement avoir cette souplesse d'esprit et de se dire que chaque expérience est bénéfique et nous permettra d'évoluer au mieux. Donc, souplesse d'esprit. Exactement. On est beaucoup. 100%. C'est de la musique à nos oreilles. Il y a un élément. À l'Olympique de Marseille, ça ne se passe pas nécessairement comme tu l'aurais voulu. Et s'il y a quelque chose que tu aurais pu faire autrement à l'OM, tu sais que ça marque beaucoup les gens, ce que tu dis. 100%. Parce que souvent, les gens me remparlent de tes conférences et l'aspect qui les ont plus marqué, c'est cet aspect-là. Oui, 100%. J'ai eu l'impression à Marseille d'être arrivé dans un vestiaire de personnalité, donc comme je disais, de joueurs établis, etc. Oui. Et d'être resté le petit joueur amateur qui rentre dans un vestiaire de star. Voilà. J'avais le potentiel, j'avais le niveau. Je veux dire, les premiers mois que je fais à Marseille, l'entraîneur vient me voir et me dit « Hassoun, moi j'ai vu tes qualités là, t'es un joueur de l'Olympique de Marseille, c'est fort ce que tu fais, etc. Je veux pas te prêter en début de saison, tu restes avec nous, tu restes dans le groupe. » Donc je suis dans le groupe,
Je suis dans le groupe en Coupe d'Europe, en championnat, avec l'équipe. Je dis, waouh, les mots du coach, là, ce que j'ai fait, c'est bon, c'est réglé, ça part, et puis ça part super bien. Mais je suis resté, je pense, ce petit joueur, Fan. ou pas, peut-être pas fan, mais qui est resté introverti, qui s'est dit, OK, va pas manger avec eux parce que tu viens de Noisy, attends encore un peu, reste dans ta carapace, fais pas trop de bruit, arrive dans le vestiaire, reste dans ton cocon. Tu ne prends pas ta place. Tu prends pas ta place. Alors que tu as le potentiel, tu es là parce que tu as des qualités, Parce que c'est ta place. parce que tu as des qualités, on t'a donné ta place. Mais je veux dire, tu dois respecter ton talent. Mhm. Et respecter son talent, c'est faire attention à ne pas faire preuve de mauvaise, tu sais, d'un faux sentiment d'humilité. C'est pas de l'humilité de rester dans son coin, etc. L'humilité, c'est de travailler fort, bien entendu, mais d'exprimer ses sentiments et de montrer aux autres que tu as le potentiel justement pour être là. Et moi, j'ai confondu cette humilité. Je suis resté dans ma carapace et puis je suis resté un peu timide. Et je me souviens je suis resté 1 an et demi à Marseille, je jouais très peu, j'étais sur le banc, pas sur le terrain, etc. Puis moi, c'était le terrain qui m'animait. Et donc, une fois que je quitte Marseille après 2 ans, je m'en vais à Bastia et je retourne au Vélodrome. Je retourne au stade Vélodrome et je vois le coach. Je dis, coach, j'ai une discussion avec lui à la fin d'un match, etc. au Vélodrome. Je dis, mais qu'est-ce qui a fait que... Donc, tu jouais dans Bastia, tu À jouais Bastia, contre je joue à l'OM, Bastia, etc. et tu Puis, t'en vas voir le coach. je vais voir le coach, je discute avec lui, je dis qu'est-ce qui fait que tu ne m'as pas plus utilisé sur le terrain, etc. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, mais j'ai l'impression que tu voulais pas jouer, Ah, ouais. que tu restais dans ton coin, que tu t'intégrais pas à nous, Avec etc. le groupe, ouais. Je dis, mais coach, mais non, c'est pas ça, c'est de l'humilité, je voulais être ça, je voulais être un garçon posé, etc., etc., tu vois. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent, même dans les compagnies, dans les entreprises, tu sais. Absolument. Tu sais, d'être le seul à connaître ton potentiel et un café pourrait régler une situation et changer même un destin en termes de perception. Tu as la perception de te dire, ah, mon entraîneur, il m'aime pas, il me fait pas jouer, etc. Puis lui, l'entraîneur, il est dans son bureau, il se dit, mais lui, il veut pas jouer pour moi, qu'est-ce qu'il fait, etc. Tu vois. Alors qu'une discussion, un échange pourrait permettre justement d'aller, tu sais, de changer les choses, d'évoluer. Et je pense que c'est important d'avoir ce regard-là, tu sais, de se dire que il faut respecter son talent. Et il faut être à la hauteur du potentiel qu'on a. Sans ça, c'est dommage qu'on soit le seul à savoir qu'on a le potentiel pour exploser et qu'on ne le partage pas aux autres. Mais c'est drôle parce que moi, je vois ça aussi, comme tu dis, dans le milieu privé. Le sport, malgré que c'est un divertissement pour ceux qui regardent, mais ceux qui y sont, c'est une business. 100%. Bien sûr. Donc au-delà des L'une des plus émotions, grosses. ils sont là pour gagner, ils sont là pour générer des revenus. Ouais. Donc, il n'y a pas d'émotion. 100%. Et puis, c'est pas toi personnel, c'est le coach, s'il n'a pas l'impression que tu es prêt, s'il avait cette impression que tu n'es pas prêt à faire ce qu'il 100%. faut, ça leur coûte très cher. Ouais. Et c'est la même chose en entreprise aussi. Tu le vois, des gens qui font du 9 à 5. Le poste est décrit 9 à 5. Ouais, c'est ça. Mais la réalité, c'est pas 9 à 5. Ouais, Donc, on s'attend à ce que tu en donnes plus. exactement. Et là, tu n'en donnes pas plus, mais c'est parce que tu fais la même chose. C'est que tu n'as pas envie du succès de la compagnie. Et ça, en tant que leader, tu le reconnais tout de suite. Est-ce que tu es tel employé, tu peux aller à la guerre avec, ou bien c'est tel employé, tu peux pas aller à la guerre. Aller à la guerre, c'est pas je suis temps partiel. Ouais. Tu es dans la guerre. Exactement. Donc, pour gagner en entreprise, tu as besoin de ces éléments-là, de joueurs que tu sais que tu peux compter 100%, et c'est la même chose dans le sport. À fond. Et puis, j'aime bien ce que tu Tellement. dis parce que, tu sais, il y a le regard aussi qu'on a lorsqu'on est employé ou joueur. Souvent, on parle de confiance. Ah, l'entraîneur n'a pas confiance en moi, il ne me fait pas confiance, il ne me fait pas jouer, etc. Mais tu sais, on oublie aussi de mentionner que le coach, il a besoin d'avoir confiance en toi aussi. Mais oui, ça va des deux sens, vois, la donc, confiance. on a souvent ce regard-là d'être là, ouais, il me donne pas sa confiance, il me fait pas jouer, etc. Je dis, mais c'est très peu de fois on arrive à aller dans l'autre angle et de se dire, tu sais, est-ce que toi aussi t'inspires confiance à l'entraîneur pour lui dire, ok, il n'a pas à penser, là, à réfléchir et à se dire, j'ai une interrogation, je ne sais pas si lui il est capable, etc. Et je pense qu'on arrive à progresser quand
on arrive à s'interroger soi-même et à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour moi-même et pour mon organisation. Et à partir de là, tu arrives justement à changer de spectre. Avant moi, qu'on évoluer. faire un tour, Ah ça. ouais, moi Ouais, on aussi. fait un tour, on ça, cherchait- c'est Tu viens de Cheers. faire bâtir des beaux ponts, là. Mais Ouais. un Kennedy, c'est pas ce que l'entreprise peut faire pour toi, mais qu'est-ce que tu peux faire et Pour apporter à l'entreprise. l'entreprise. Ou pour le 100%, groupe. 100%, parce qu'on a toutes les raisons du monde, vraiment d'avoir les meilleures excuses, surtout dans un endroit où il peut y avoir de la compétition en entreprise, il peut y avoir de la compétition dans un vestiaire. Je veux dire, tu t'assois et puis vous pouvez discuter pendant des heures et des jours de problèmes, de ce qui ne va pas, de ce qui pourrait être amélioré, etc. Mais est-ce que c'est des choses qui peuvent être, si ça peut être fait, si c'est constructif, mais si ça ne l'est pas, moi je pense qu'il est important d'arriver de temps en temps à inverser ça et à se dire comment moi je peux progresser, comment je peux évoluer. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment 100% de mes capacités? Est-ce qu'au sortir de ma carrière, j'ai le ressenti de me dire, tu sais, ce que je pensais moi au début de l'année, il y a 10 ans, le coach il m'aime pas, il me fait pas confiance, etc. Puis le temps passe et tu te retournes, tu te dis, ouais, mais attends, Assoun, t'es entraîné, t'es entraîné 1 heure, 2 heures. Peut-être qu'il y avait un 15 minutes là qui t'aurait fait du bien, là, tu vois. Tellement. Tu sais qui t'aurait fait du bien et qui aurait fait la différence par rapport aux joueurs avec qui t'es concurrent. Et ce 15 minutes-là qui t'a permis, qui t'a fait mettre sur le banc et voilà, il a fait jouer un autre joueur, etc. Ou de dire, ouais, j'ai fait un bon match, etc. Oui, mais est-ce que t'as fait ton match d'après, est-ce qu'il a été aussi bon? Est-ce que tu t'es remis en question? Est-ce que tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer avant d'aller chercher les choses chez les autres. Jessica, avant qu'on te demande comment tu t'es retrouvée à Montréal, parce que franchement, tu étais bien en Europe sans hiver glacial. Ah, mais ça. Jess, comment tu vois tout ça, là, tout ce que tu entends? Mais j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, justement, l'intervention. Tu sais, tu parles de confiance, là, que ça va d'un deux côtés, si on veut. Mais souvent, on va dire qu'une femme a moins confiance en elle. Est-ce que ça se peut qu'un homme de ta stature aussi grand, entouré de plus forts, hein, parce que j'imagine que les autres joueurs sont tout aussi imposants, comment ça joue sur notre propre confiance en nous? À tous les jours, parce que j'entends beaucoup qu'il faut que tu te surpasses un petit 15 minutes ici. Mais là, c'est la crème de la crème. Comment, en tant qu'homme, athlète, la confiance peut jouer? Mais ça joue énormément. Et je pense que là encore, ça m'a joué des tours un petit peu dans la personnalité que je suis et ce que je renvoie physiquement. Je suis grand, je suis noir, ça se voit. Mais je suis un garçon. Merci. Mais je suis un garçon introverti, même à la limite de la timidité. Souvent, tu sais, je suis dans mon coin, je suis dans mon truc. Et c'est vrai, quand on te voit et qu'on te perçoit physiquement, tu dois matcher avec ça, là. Donc, tu dois être le joueur rude qui doit amener justement de la... Alors qu'il est tout doux. de la personnalité, du physique, etc. Alors que, ce que je t'ai dit en avant-émission, si tu parles avec avec mes amis d'enfance, tu sais, mon poste, moi, c'est numéro 10, là. C'est technique, c'est plus fin, c'est plus... Tu sais, je suis ce joueur-là, à la base, tu vois. Un artiste. Je suis plus dans l'artistique, vraiment, dans l'instinct, dans le jeu, etc. C'était vraiment mon ADN. Et tu dois transformer ça, justement, pour matcher avec la perception qu'on a de toi. Et là, quand tu parles de confiance, tu sens qu'il y a un décalage. Tu sens qu'on ne te regarde pas comme ça, qu'on attend de toi autre chose aussi sur le terrain, comment tu le travailles. À Marseille, je ne parlais pas sur le terrain du tout. Puis là, tu comprends que tu dois parler. Puis je me transforme en joueur qui est vocal, qui va au duel, parce que ça demande ça aussi. Et tu dois aller chercher justement des ingrédients qui vont te permettre de rester au niveau pendant longtemps. Parce que sans ça, si tu restes le joueur que tu es, on n'a pas besoin de toi là comme ça. Puis il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs aussi à ta place, à ce niveau-là, etc. Donc, tu dois te réinventer, tu dois aller rechercher des choses, essayer de combler des déficits que tu as. Donc, ça joue forcément sur la confiance, ça joue sur le niveau d'intensité que tu mets au quotidien. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que tu dois travailler au quotidien sur des aspects que tu n'as pas et d'essayer d'évoluer à chaque fois et de ne plus être le joueur que tu as été il y a 10 ans. Ce que j'ai vécu à Marseille, je l'ai appris. Je l'ai appris et je m'en suis servi à Montréal par la suite. Et c'est ce qui m'a permis, je sais, de rester. Sans ça, je ne restais pas parce que j'ai eu des péripéties. On va en parler, j'imagine, là. Mais je raconte une anecdote où j'ai joué à Montréal avec Alessandro Nesta, qui est peut-être le plus grand, dans le top 5 des plus grands défenseurs de l'histoire du football là, qu'on a connu.
Et Alessandro, on arrivait sur le terrain et on arrivait à chicaner des fois, tu vois. Adorable à l'extérieur, mais sur le terrain, je Elle lui est pas femme. Ouais, voilà, l'italienne, tu sais. Ouais. Mais t'es obligé de lui répondre. Et il aimait ça. Et il aimait ça. Il se disait, Prenait sa place. c'est ça, ouais. c'est la personnalité. Mais ça, 10 ans avant, mais même pas en rêve, je l'aurais fait. Ça. Même répondre à C'est tellement intéressant. ne non? serait-ce que parler, J'adore. jamais, tout. jamais, Prendre sa place. jamais de la vie, je l'aurais fait. Mais si je voulais faire une carrière sur le long terme, ça passe par là. Ça passe par là et tu dois justement Mais t'imposer et d'ailleurs, montrer tu des parles des expériences. Bon, t'as fait. On peut pas. Achetez-vous le livre si vous le voulez pour le découvrir dans toutes ses saveurs, mais rapidement, tu as fait OM, Bastia. Ouais. Et à un moment donné, tu tombes sur le chômage. Ouais. Ça existe. Hein? J'aimerais que tu expliques c'est Exactement. quoi le Moi, je suis là, chômage les grands yeux. au soccer et où Ah c'est que ouais? tu t'es retrouvé qui a été un peu le passage obligé vers Montréal. 100%. Donc, Bastia se passe bien. Je commence à marquer des buts en tant que défenseur. Je joue surtout. Je joue des matchs, etc. Puis, l'entraîneur change, je me blesse. Fracture du métatarse, du 5e métatarse. Je reste out, changement d'entraîneur. Je reviens, c'est difficile, etc. Mais j'arrive quand même à avoir une possibilité, en fait, à être transféré. Et c'est un ami à moi, Sabri Lamouchi, avec qui j'étais à l'Olympique de Marseille, qui me propose, qui me dit, écoute, Tassoun, moi, je connais ton potentiel, je connais tes qualités. J'ai un entraîneur qui est à Abu Dhabi. Il est prêt à te prendre. La condition sine qua non, c'est que tu résilies ton contrat à Bastia Oh. et tu vas là-bas. Sabri, je le connais bien, je connais sa famille, je connais ses enfants. On était ensemble à Aix-en-Provence, etc. Je me dis, ok, c'est bon, j'ai confiance en toi, et pas de problème. Je vois mon président, je résilie mon contrat, je prends l'avion, je vais à Abu Dhabi, plein les yeux, projet sportif intéressant parce qu'il voulait revenir en France par la suite, l'entraîneur. Financièrement, extrêmement intéressant aussi. Je me dis, c'est bon. Puis je fais un entraînement, 2 entraînements, 1 semaine, 3 semaines. Toujours rien, je signe toujours pas mon contrat. Puis là, je vais voir le coach. Je lui dis, mais coach, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah écoute, je suis désolé, j'ai plus les clés pour signer, Non. pour te faire signer justement dans le club. Fait qu'il a résigné, se retrouve Non, avec non, rien. non. Ouais, et malheureusement, moi aussi, je ne veux pas rester dans le club et puis je peux plus signer personne. Puis là, je regarde, je dis, oui, mais là, vous m'avez demandé de faire quelque chose de gros, là. Pour moi, j'avais encore 2 ans garantie, etc. Puis Wow. vous me dites que du jour au lendemain, j'ai plus rien, c'est ça? Puis ouais, c'est ce qui se passe. Donc là, tu avais un confort de vie. Je vivais en Corse, magnifique appartement, vue sur la mer. C'était des conditions magnifiques. Mais ça, c'est bien quand tu gagnes justement de l'argent. Mais quand tu n'as plus le train de vie qui va avec, qu'est-ce que tu fais? Tu rends l'appartement et tu retournes chez papa, maman. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, retour à la case départ. Puis là, plus de contrat, plus rien. Les agents qui m'appelaient dans tous les sens au début, il n'y en a plus un qui décroche. Puis là, tu te retrouves face à toi-même, à t'entraîner. Et puis... Il y a une liste de chômeurs, là. Oui, c'est ça. C'est que déjà, tu t'inscris au Pôle emploi en tant que chômeur, comme tout le monde. Comme monsieur tout le monde. Donc, tu vas au bureau. Bonjour, madame, comment ça va? Oui, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, je cherche un poste de footballeur. Oui, c'est ça, la conseillère en emploi. Pour moi, c'est comme vraiment ça. Mais oui, non, mais 100%. Ah ouais. Vraiment. Puis elle Tu- dit tu vas quoi? faire Elle a valoir- les gros yeux. Non, mais c'est ça. Tu fais valoir tes droits et puis tu dis peut-être qu'il y a un recours quelque part ou des connexions pour ce type de profil atypique. Mais non, elle te dit, moi, ce que j'ai pour toi, c'est manutentionnaire. Commis au plancher. Mais il y a, Mais il y a ouais. plusieurs apprentissages là-dedans que j'écoute ça, puis je me vois beaucoup de gens qui quittent des emplois parce que, bon, ils pensent que l'autre entreprise, elle est mieux. Ouais. Ils n'ont pas signé avant. Oui, ça aussi, mais quitter un emploi pour aller ailleurs parce qu'on dit que, bon, on va faire un peu plus d'argent. Ça va être mieux à Ça va être ouais. mieux, puis finalement, ça arrive très, très fréquemment que finalement, c'est pas mieux. Non. En fait, et dans ton cas, c'était la pire des scénarios. C'est le pire des scénarios, surtout que moi, on m'a fait rêver. Je veux dire, à l'époque, quand on parle un peu du Qatar et de l'Arabie Saoudite ou je veux dire, de pas mal de sports et l'argent, la manne financière qu'il y a là-bas. Je veux dire, moi, c'était 10-15 ans après qu'on me dit, voilà le plan, etc. Puis c'est Laurent Banide, Monaco, Sabri Lamouchi que je connais bien, tu vois. Je me dis, c'est parfait. Mais tu arrives dans une situation où tu te rends compte que c'était une mauvaise décision d'affaires. Là, on parle de business. Là. Ouais. C'est une mauvaise décision d'affaires parce que tu te rends compte que tu as fait confiance. Mais c'est sûr. Tu as fait confiance à des gens. Tu as fait Sans confiance aucune garantie. sans aucune garantie. Il y avait un pré-contrat olympique, etc., FIFA. Mais tu sais que devant les tribunaux, ça vaut rien. tient ça pas. vaut rien, tu vas galérer, etc. Et donc, tu te retrouves, retour à la case départ. Et là, entraînement, chômeur, comme tu as dit. Je m'entraîne tout seul, tous les jours, tout seul, etc. J'ai pas d'équipe.
Puis après un mois, je commence à aller à Noisy-le-Sec, mon club dans la Tu petite ligue. commences, Et je recommence, je me retrouve dans ce vestiaire-là à m'entraîner. Mais ça a dû être dur, ça, Mais les regards des gens. Et plus que ça, c'est que tu te retrouves là, ce qui était ma chambre étant plus jeune, c'est la chambre de mon petit frère maintenant. t'as plus ta place. C'est nulle lui qui me part. fait de la place dans son lit quand il va à Mhm. l'école. C'est moi qui le dérange pas quand lui va à l'école. Donc, tu essayes de pas faire de bruit, etc. C'est tous ces regards-là. Tu parlais de regards et tout. Les gens qui te souhaitaient du malheur, dis Bah, vois-tu, je te l'avais dit, je suis sûr que ça t'aide. Ouais, c'est ça. C'est que de tout. Tu sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui regardent, qui disent, là, attends, Assoun, il est à l'Olympique de Marseille. Marseille, il se retrouve Il au était aussi ici, ouais. chômage du jour au lendemain. Et tu te dis, là, comment est-ce que tu gères ça? Ça, c'est quoi, 4 ans, 5 ans après? C'était 5 ans après, Ouais. exactement. T'imagines. Puis tu te retrouves dans cette situation-là et puis tu sais que ça fait mal à tes parents, à ta famille, là où ce qui doit être la fierté devient une honte. Tu Mais sais, parce que puis c'est public, là, c'est loin, Oui. c'est gros. tu là. veux pas te cacher, Tu peux là. pas Les, te les cacher. amis des parents, C'est tout vrai. Oui, tout cet entrain-là qui va et puis qui vont demander à tes parents, ah mais ton fils, ou même des moqueries directes, ton fils il était à Marseille aujourd'hui, il est chômeur, etc. Comment c'est possible et tout, bref. Tu gères justement cet aspect-là, mais tu sais que t'as pas le choix de continuer à t'entraîner et c'est la seule voie finalement qui peut te permettre de te relever. Chose que je fais et puis j'ai la bonne idée d'appeler le syndicat des footballeurs en France, l'UNFP, et qui propose à des joueurs comme moi, sans contrat, de s'entraîner ensemble, au moins d'avoir un esprit de cohésion et de groupe qui nous permet d'avoir au moins la forme, etc. Et puis j'y vais, mais la condition sine qua non, c'est d'accepter que le fichier soit public. C'est-à-dire que dans le journal L'Équipe, tu fais partie de l'équipe de France des chômeurs. Oh my God, c'est capoté. Tu comprends? Si tu veux justement ce registre-là, parce que l'idée c'est de Quand faire on de la parle pub. d'humilité. C'est bien. L'idée c'est de faire de la pub et de se dire si un club a besoin d'un latéral ou d'un défenseur, ils savent qu'il y a un joueur qui peut être là, etc. Les Donc, petites annonces. donc on met ton nom dans l'équipe, tu vois. Et moi j'étais à Marseille, à Bastia avant, il y avait mes notes. Et puis là je me retrouve dans l'équipe de France des chômeurs. En gros, c'est ça la perception des gens et c'est ce que voient les gens. Est-ce que tu es capable, et ça ça a été une école de vie aussi pour moi, est-ce qu'on est capable de faire des choix pour soi, on sait que c'est pour soi, et de passer par-dessus le regard des autres, le regard justement de honte qu'on peut avoir, ou de ressenti, ou de peur de qu'en dira-t-on, tu vois. Moi, je sais que c'était la bonne décision pour moi. Et je sais qu'il y a des joueurs avec qui j'étais, des joueurs talentueux qui sont retrouvés dans cette situation-là, mais qui n'ont pas voulu s'inscrire dans ce registre-là, juste pour pas qu'on se moque d'eux. L'ego. Fierté. Ouais. Ouais, Par l'ego. Ouais, c'est ça. Mais qui Trop aujourd'hui, fierté. quand ils m'écrivent, me disent Assoun, c'est la pire décision que j'ai prise de ma vie. Là, j'aurais dû m'inscrire parce que je l'ai fait pour des gens, pour pas qu'on me dise la honte, ceci, cela, lui il était là, il faisait ça, puis il se retrouve dans l'équipe de France du chômage, etc. Et puis finalement, tu sais que c'est la voie par laquelle tu dois passer pour pouvoir espérer rebondir. C'est ce qui s'est passé. J'ai été en Grèce par la suite. Tac, on m'appelle, on me dit qu'il y a une possibilité pour faire un essai. Grâce à au fait de m'être entraîné, je prends l'avion, j'y vais, ça se passe super bien. Une semaine, ok, on te donne un contrat, 2 ans, etc. Génial, je monte dans la chambre, j'appelle mon père. Mon père, il explose de joie, il dit, tu vois, ta persévérance, etc. C'est ça, c'est ça va beau. payer. Oh, J'étais bah, super content, mais c'était incroyable. Puis là, je raccroche le téléphone, puis je descends. Le directeur sportif me demande de descendre, je descends. Il me dit, écoute Assoun, je suis désolé, mais tu vas pas signer dans notre club. Là. Je dis, mais comment ça? Il me dit, le président a décidé de passer par quelqu'un d'autre. Il a signé un autre joueur et puis finalement, tu peux pas signer. Puis là, c'est comme ça que ça se passe. Je remonte, j'appelle mon père. Ah. Et puis je lui dis... J'ai essayé de lui dire, mais en fait, j'ai même pas pu parler, la vérité. Ouais. Il Je est me venu suis- chercher. Ouais, je me suis effondré, en fait, j'ai Normal. pleuré. C'est la première fois que je pleurais en tant qu'adulte, je crois, de cette façon-là. Puis il m'a dit, vas-y, je viens te chercher. J'ai dit, non, c'est bon, je vais prendre l'avion. Je suis rentré à Paris. Puis c'est comme ça, en fait, que mon expérience s'est déroulée jusqu'à ce que l'opportunité arrive pour Montréal. pour Montréal, finalement. Quand même, hein, c'est incroyable. moi, c'est ce qui m'avait le plus Ouais. fasciné. Bien sûr. Parce Je me qu'on pas peut de faire cette beaucoup de deuxième. parallèles avec un entrepreneur qui peut peut-être faire faillite. Ah et mon que, Dieu, mais tout le temps. tu sais, on en a plein d'entrepreneurs qui ont essayé, puis parce qu'ils ont fait faillite, là, on se moque arrêtent, d'eux, ouais. mais eux, ils ont tenté quelque Ah, chose. mais... Combien de fois ça arrive? Moi, ça me fait Mais penser. juste à- Black- Oui, Blackberry. mais Tu sais, non, le- mais là, on parle vraiment extrême, mais lui, Ouais. ce qu'il parle, c'est tu pars en entrevue, Ouais. puis tu penses avoir le poste. Tu sais, il y a une histoire qui m'a parlé, c'est Gloria Baylis. Baylis Medical,
c'est une des plus grandes entreprises d'accessoires médicaux au Canada et une des plus grandes en Amérique du Nord. Ça a été fondé par une dame d'origine caribéenne, je pense la Barbade. Elle était une infirmière. Et vraie histoire, elle applique. Il y a un poste qui est disponible. À l'époque, c'était au Reine-Élisabeth. Ouais. Et elle applique. Puis là, on l'amène en entrevue. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Teams ou Zoom. Alors, il faut que tu te présentes. Puis Gloria Baylis, tu ne peux pas voir que c'est quelqu'un de minorité. Et elle arrive et on lui dit « Ah, désolé, madame, mais le poste a été comblé déjà. Il y a quelqu'un, il y a une couple d'heures qui est arrivé avant vous. Et on lui a donné le poste. » Elle avait une amie qui était une blanche. Et elle lui a dit « Écoute, j'ai comme l'impression que à cause de ma couleur, ils ne m'ont pas donné le poste. Alors toi, vas-y, applique. Va voir si vraiment. » Elle soupçonnait qu'il y avait un méfait. Et puis finalement, elle a été. Effectivement, on a offert le poste immédiatement à l'infirmière blanche. Elle a poursuivi. Ça a été le premier cas de discrimination raciale dans le secteur médical au Canada. Elle a poursuivi pendant au-dessus de 10 ans. Elle a gagné, mais... Vous savez, elle a gagné, ils lui ont donné $7 de dédommagement. Mais tout ça pour dire que... $1. Ouais, c'est même pas... $7, c'est symbolique. Mais elle a gagné la cause. La morale de l'histoire, c'est qu'elle a trouvé un emploi. Elle était tellement passionnée par son poste, elle voyait la souffrance des gens. Ils avaient besoin d'outils médicaux qu'ils ne trouvaient pas ici. Elle a décidé de partir une entreprise pour aller les chercher, les importer, pour pouvoir mieux servir ses patients. Par compassion. Pas pour faire de l'argent, par compassion. Faire une histoire courte, cette entreprise, c'est une entreprise qui vaut plus de 2 milliards de dollars. Wow. Fait que des fois, derrière un endroit où ça se passe pas bien, tu aurais été en Grèce, lui se présente à Montréal et regarde la carrière flamboyante. Pense pas que tu serais à Radio-Canada Grèce. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, non, mais l'après-carrière n'a pas été... Tu as une après-carrière aussi extra... Là, le temps file en fou. On a couvert beaucoup de sujets, mais d'une manière haute, puis c'est bien correct comme ça. Oui. On a une série questions inédites. Oui. On a une série questions inédites, puis nous, on voulait parcourir aussi... on connaît le Hassoun de Montréal, mais on ne connaissait pas nécessairement le Hassoun avant. Et je trouvais ça vraiment intéressant comment on l'a amené. Fait que des questions inédites, est-ce que tu es prêt? Ah non, c'est bon. OK. Alors, qu'est-ce qu'on devrait savoir de Hassoun Camara que peu de gens savent? Même moi, que peut-être je ne suis pas au courant. S'il y avait un autre métier que j'aurais aimé faire, ça aurait été celui de cuisinier. Ah! Ah, il est excellent. J'adore la T'as cuisine. tous les talents. Un chef Camara. Ouais. Le chef et des chefs. Non, mais j'adore la cuisine. C'est un truc qui me passionne, je crois, en fait, vraiment. J'aime à recevoir, j'aime à... Je sais pas, c'est un truc qui me... même lors des voyages que je peux faire en vacances ou autre, ça doit toujours tourner autour de la cuisine, la gastronomie que je peux découvrir, des plats d'un restaurant qui peut être super chic ou d'une table terrasse de la mama africaine là, qui est dans son coin mais que j'aurais découvert sur Instagram. J'aime à découvrir vraiment cette richesse-là et puis ça aurait été Nice. peut-être le point que j'aurais aimé faire. Saman, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans la vie, professionnelle ou personnelle? C'est bateau, mais c'est de ne jamais abandonner. Jamais abandonner, c'est le mot de mon père, en fait. Il dit plus que ça. Il dit que la vie, c'est un combat, il faut gagner. Et il me l'a toujours dit depuis tout petit. Et puis, il élargit ça, en fait, à chaque fois, sur des anecdotes où je sais qu'à chaque fois que je sors avec lui, que ce soit dans un magasin, pour aller faire des courses, ça va être une leçon de vie, en fait. Il va me dire, écoute, il me le dit tout le temps, il l'écoutera, là, vraiment, le podcast, mais on va faire les courses, je vais avoir 10 ans. On va prendre le sac de riz, de pâtes, etc. On arrive à la caisse. Il dit, tu vois, s'il me manquait 5 centimes, dans ce caddie-là, il ne me laisserait pas passer.
il me laisserait pas passer. Et moi, je veux que tu retennes ça, etc. Parce que bah, tu vois que c'est des efforts qu'on doit faire justement pour avancer, pour travailler, avoir des choses. Mais sache que la liberté, ça a un prix. Il faut que tu fasses tout pour le faire, etc. Et puis, là où ça peut être un moment où tu vas juste faire les courses, rentrer chez moi, moi, je sais qu'à chaque fois que je sors avec mon père, à chaque fois, et depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en voiture, à pied ou autre, il y a une notion justement de valeur qui va ressortir ou une leçon qui va ressortir et qui va me faire dire, bah, tu sors de là avec quelque chose que tu as appris. Et puis, c'est mon père tout craché là. Vraiment. J'aime beaucoup. Si tu devais choisir une des rencontres qui t'a le plus marqué, puis tu en as rencontré des gens, ça serait laquelle qui t'a le plus marqué et pourquoi? Il y en a eu beaucoup. Franchement, j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités exceptionnelles. Il y a une anecdote d'ailleurs où tu savais même pas c'était qui, puis c'était Tom Brady. Ouais, par exemple. Il y avait un ballon de football chez lui. Je dis, c'est quoi? Ouais. Il dit, c'est un ballon de football. Il me l'a donné, je le connaissais pas. C'était Tom Brady. Mais ça devait pas être lui qui t'a... Mais anecdotique. Non, il y en a eu beaucoup, mais j'ai envie de mettre en avant peut-être Drogba, Didier Drogba. On a eu la chance de se côtoyer ici. Puis à travers voilà, la personnalité que c'est et la carrière qu'il a eue, bah forcément, il a inspiré beaucoup de jeunes qui me ressemblent, hein, d'origine africaine, français aussi. Et puis dans la persévérance et les messages qu'il donnait, je pense que ce serait un garçon que j'aurais mis en avant. Ouais, vraiment. Mais raconte-nous donc cette petite anecdote si croustillante qui nous dresse les poils. Ah oui, bah, j'ai eu la chance de discuter avec lui, puis il m'a partagé une anecdote où... Didier, ça a été le premier capitaine à qualifier son pays pour la Coupe du Monde de soccer. Donc, c'est jamais arrivé auparavant. Il est ivoirien en Côte d'Ivoire. Et puis, à la qualification, lorsqu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, les télés du monde entier sont venues dans le vestiaire, vraiment. Donc, la BBC, les télés nationales en Côte d'Ivoire sont venus lui poser la question, lui ont dit... Didier, qu'est-ce que ça fait d'être le premier capitaine, attaquant, à marquer, à qualifier ton équipe? Puis au lieu de se mettre en avant, il a décidé au contraire de créer de la valeur, d'utiliser son potentiel et ses qualités pour le groupe, mais aussi pour son pays. Donc il a demandé à tous les joueurs de se mettre derrière lui et ils se sont tous mis à genoux. Oh. Ils sont tous mis à genoux et ils ont dit, écoutez, aujourd'hui, c'est pas le moment de parler de moi. Je veux parler de ma nation et de la Côte d'Ivoire. Et il a demandé, devant la télé nationale, il a demandé à toute la population de déposer les armes. Parce au moment où lui se qualifie avec son équipe, il y a la guerre civile qui ravage justement la Côte d'Ivoire. C'est vraiment terrible à ce moment-là. Et donc, c'est quand on parle justement de création de valeur ou d'empathie et de pensée, d'humilité aussi, il fait un geste d'humilité exceptionnel qui permet justement de rejaillir sur son pays. Et derrière, il y a des élections qui sont organisées, la guerre va décrescendo, et puis on passe justement d'un état critique à un apaisement dans le pays, grâce, entre autres, à ce message. Là où il peut parler, moi j'ai marqué le but, j'ai été là, c'est moi, je suis le premier. Il a dit, moi ça m'intéresse. Tout le monde s'est mis à genoux, tous les joueurs sont mis à genoux, de différentes religions, différentes ethnies. Et ça a permis justement d'avoir ce message qui lui permettait d'aller en Coupe du Monde après en Afrique du Sud. Et malheureusement, quelques mois avant la Coupe du Monde, il est forfait. Il se casse l'avant-bras en championnat. Il se casse l'avant-bras et pour lui, la Coupe du Monde, c'est pratiquement fini. Jusqu'à ce qu'il reçoive un appel un jour d'une personnalité qui a trouvé son numéro. Il ne connaissait pas le nom. Et la personne lui dit « Hello my son, how are you ?» Didier ne comprend pas. Il se dit « Mais là... je ne sais pas qui c'est, dites-moi qui c'est, etc. » À la deuxième intonation, le monsieur lui dit « I'm your daddy ». Didier, non, comment my daddy? I don't understand. Dites-moi qui vous êtes, s'il vous plaît. À la troisième intonation, la personne lui dit « It's your daddy, Nelson Mandela ». Ah! Ouais. Wow! Nelson Mandela a trouvé le numéro de Didier Drogba, lui a dit, écoute, avec le message de paix que tu as donné pour ton pays, avec le message justement avec l'humilité que tu as eue et que tu as eu, justement, le retentissement que tu as eu, il est hors de question que tu ne sois pas à Johannesburg pour la première Coupe du Monde en territoire africain. Je veux te recevoir chez moi et je veux faire honneur au message que tu as donné. Puis, comme par hasard, voilà, là où il était forfait quelques mois auparavant, quand il y a des mots qui viennent vous inspirer de personnes inspirantes, comme par hasard, on arrive à travailler encore plus, à se dépasser. Et il a été présent pour la Coupe du Monde. Et puis,
Puis bien entendu, on parle de personnes exceptionnelles, mais la réalité, la morale de cette histoire, c'est que ce que j'en ai retenu, c'est que dans toutes les sphères, hein, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, on a tous justement des échanges et le pouvoir d'influencer Absolument. justement notre entourage. Comment est-ce qu'on utilise notre parole à bon escient? Comment est-ce qu'on est capable de créer de la valeur chez les autres? Comment est-ce qu'on est capable de faire preuve d'empathie, d'humilité, de penser à l'autre avant même nous? Et quelle pièce on est justement dans une organisation? Ces exemples-là avec c'est légendaire, Nelson Mandela, etc., il n'y a pas de problème, mais on a le même pouvoir en fait auprès de notre entourage. Et c'est vraiment peut-être l'anecdote qui m'a le plus marqué et que je partage en conférence auprès des organisations. Merci du partage. Franz, J'écoute. c'est... Franz, je ne sais pas si tu veux te gâter et lui demander une autre anecdote de foot ou on passe à... C'est comme tu veux. Moi, je les connais tous. Je suis tellement curieux, donc j'ai posé... Mais en fait, moi, j'aimerais peut-être, tu sais, OK, il dit Drogba, mais tu as joué avec des coéquipiers très célèbres. Ouais. Et on voit de l'extérieur l'image de Franck Ribéry et Samir Nasri, des gens qui ont joué, qui ont marqué le foot. Mais dans tes coéquipiers célèbres, à part Didier Drogba, évidemment, c'est lequel le plus que t'aimerais oublier? Ah! Ça se dit-tu? C'est une bonne question. Tu l'as oublié. Ouais, pour le coup, ça aurait pu être ça. C'est une bonne manière de t'en sortir comme ça. Non, pour le coup, j'essaie... Tu sais, on a des coéquipiers chiants, là. Mais Qui c'est nous ça, élèvent pas. On a des collègues aussi chiants qui nous rabaissent tout le temps. C'est vrai. Je ne veux même pas être langue de bois parce que c'est quand même dans ce registre-là des champions qui arrivent à un niveau où forcément ils t'apportent quelque chose. C'est que même s'ils ont des défauts, s'ils sont à ce niveau-là de performance, c'est qu'ils ont un truc en plus que les autres n'ont pas forcément. C'est clair. Et tu arrives forcément à prendre quelque chose de positif d'eux, même quand tu te Oui, prends mais la tu tête. veux quand même oublier le numéro. Je parlais de Nesta, mais Nesta, je peux pas l'oublier parce que sur le terrain, il est fou comme ça. Il m'a expliqué. Il m'a dit, moi, au Milan AC avec Gattuso, c'est comme ça qu'on... C'est la guerre. C'est la guerre, mais on s'adore en dehors du terrain. C'est un champ de mine. Et c'est comme ça, donc ça fait partie de leur personnalité. S'il y en a un, peut-être que... je mettrais Samir Nasri parce que des fois, c'est vrai que quand tu pouvais oublier ton gel douche à l'entraînement, si tu lui en demandais un peu, il te disait non, quoi. Tu vois, non, moi, je partage pas, etc. Donc, forcément, c'était Vraiment? des anecdotes comme ça où tu te dis, mais Samir, t'es riche. T'es multimillionnaire, là. Un bout de dove, là. Wow! J'adore. Un bout de dove. Moi, c'est pour ça que je n'osais pas. Là, je les connais toutes ces années. Mais sans ça reste quand même des personnages attachants. lors de ça, en tout cas, on a passé un moment formidable. Vraiment. Je te connais depuis longtemps, puis à chaque fois, ça me crée les mêmes émotions. C'est juste unique, ton parcours. Comme le parcours de tout le monde, finalement. Mais je te trouve vraiment inspirant et très humble dans ton partage. Merci d'avoir été aussi généreux. Il y avait Franz qui a quelque chose à te partager. Bon, en fait, tout à l'heure, avant qu'on commence, tu t'as écrit quelque chose dans le livre du verre à moitié plein. En Donc, effet. j'aimerais que tu nous lises ce que tu as écrit. Oui, je vais le lire. Ça colle un peu avec les... Là, trompe-toi pas de page. avec les thèmes qu'on a partagés, mais j'ai écrit que je ressentais un profond sentiment de gratitude. Pour moi, c'est une chance d'être là et de pouvoir partager ces moments avec des gens qui m'inspirent, des gens que j'aime beaucoup aussi. Je ressens le privilège de passer un moment convivial en compagnie de personnes inspirantes et, comme je l'ai dit, que j'admire. Donc, juste pour ça, je voulais vous dire merci. Merci. Génial. Merci, thank you. Hey, santé. Santé à vous. Vote for Asun. Santé, Benoît. Merci.